Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Toujours pas de date annoncée pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation assure qu'elle sera connue quand tout sera prêt pour l'accueillir. Nouvel appel à manifester samedi contre la junte au Tchad, un appel auquel ne s'associe pas le parti de l'opposant Saleh Kebzabo, dont quelques membres ont rejoint le gouvernement de transition. Et puis Dominique Ongwen, condamné à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI. Il était commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La date du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo ne sera connue que quand tout sera prêt pour l'accueillir. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre de la Réconciliation nationale. Reportage. Les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question du retour de Laurent Gbagbo, a déclaré Kouadio Konan-Bertin lors d'une réception des partisans de Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti et sa sœur cadette, Jeannette Koudou, rentrée vendredi à Abidjan après 10 ans d'exil au Ghana. Ce retour, nous le souhaitons tous parce que notre rêve est qu'il vienne consolider la paix sociale. Nous travaillons à ce que nous puissions réunir les conditions pour qu'il en soit ainsi, a poursuivi le ministre. Il faut être certain que tout est mis en place, en particulier en matière de sécurité, a-t-il dit. Ajoutant, c'est quand on est prêt qu'on annonce la date d'arrivée. Le retour de Laurent Gbagbo devrait attirer des foules de milliers de personnes. Nous sommes venus dans l'esprit de paix et de réconciliation participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation, a souligné de son côté Justin Katina Koné, porte-parole des exilés, rentré vendredi. Leur retour a précédé celui attendu de Laurent Gbagbo lui-même après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, née de son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle, une crise qui avait fait quelques 3000 morts. Début avril, Alassane Ouattara a annoncé que Laurent Gbagbo était libre de rentrer en Côte d'Ivoire depuis Bruxelles où il vit actuellement, quand il le souhaitait, mais n'avait fixé aucune date. Je le disais en titre, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile au Tchad a appelé jeudi à de nouvelles manifestations samedi contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Un appel auquel ne s'associe pas le parti de l'opposant Saleh Kebzabo. Quelques-uns de ses membres ont en effet rejoint le gouvernement de transition. Les précisions. Un autre rendez-vous est donné dans la rue contre la junte au pouvoir au Tchad. Nous lançons un appel pressant à toutes les organisations de la société civile qui ne sont pas encore engagées dans la lutte à se joindre sans délai à la mobilisation du peuple, a déclaré lors d'une conférence de presse un coordinateur du collectif, Wakit Dama, fustigeant la junte au pouvoir, qui pour lui a formé un gouvernement fantoche. L'opposition et la société civile ont organisé des manifestations le 29 avril contre la junte qui ont été violemment réprimées. 6 personnes ont été tuées à N'Djamena et dans le sud du pays, selon les autorités, 9 selon une ONG locale. Plus de 600 personnes ont été arrêtées. Les manifestations sont systématiquement interdites par le pouvoir. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno il y a 2 semaines, son fils Mahamat Idriss Déby a pris la tête du pays. Il dirige un conseil militaire de transition entouré de 14 généraux, tous fidèles à son père, et concentre tous les pouvoirs. Le nouvel homme fort du Tchad s'est arrogé le titre de président de la République et a promis des élections libres et démocratiques d'ici 18 mois. La junte militaire a nommé dimanche par décret un gouvernement de transition composé de 40 ministres et secrétaires d'État. Les postes régaliens sont presque tous aux mains de membres du mouvement patriotique du salut MPS, le parti d'Idriss Déby.
Deux membres du parti de l'opposant historique au maréchal Déby, Saleh Kebzabo, ont fait leur entrée dans le gouvernement de transition. Le parti de Saleh Kebzabo s'est depuis retiré du collectif Wakit Dama. Notre parti s'est retiré et n'appelle pas à manifester samedi, a déclaré à l'AFP Saleh Kebzabo. La Somalie a annoncé jeudi reprendre ses relations diplomatiques avec le Kenya. Elles avaient été rompues en décembre dernier sur fond d'accusations d'ingérence, selon un communiqué du ministère de l'Information. Des tensions régulières opposent la Somalie et le Kenya, deux voisins d'Afrique de l'Est qui partagent 700 km de frontières communes, ainsi que de nombreux différends, et qui sont en théorie alliés dans la lutte contre les islamistes somaliens Shebab. En décembre, la Somalie avait rompu les relations diplomatiques en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre la souveraineté de notre pays, sans donner plus de précisions selon leur déclaration. Cette annonce intervenait alors même que le président kenyan Uhuru Kenyatta recevait à Nairobi le président de la République autoproclamée du Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale et que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Le gouvernement fédéral de Somalie annonce avoir, dans l'objectif de préserver les bonnes relations de voisinage, repris sa relation diplomatique avec la République du Kenya, annonce le ministère somalien de l'Information dans un communiqué. Les deux gouvernements sont d'accord pour conserver des relations amicales entre les deux pays sur la base d'un respect mutuel pour la souveraineté et l'intégrité territoriale, la non-interférence dans les affaires internes de l'autre, l'égalité, le bénéfice mutuel et la coexistence pacifique, poursuit le texte, qui affirme que le Kenya a salué ce geste. Dans un communiqué, le ministère kényan des Affaires étrangères a indiqué prendre note de cette annonce et dit attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes, notamment en ce qui concerne le commerce, la communication, les transports, les relations entre les personnes et les peuples et les échanges culturels. Les deux communiqués témoignent leur reconnaissance envers le Qatar sans donner plus de précisions. Depuis des années, les deux pays se disputent, entre autres, au sujet du tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien, un dossier sur lequel des audiences devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'ONU, ont débuté mi-mars à La Haye, aux Pays-Bas. Ce journal se poursuit. La Cour pénale internationale a condamné ce jeudi Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les victimes, elles, réclamaient la réclusion à perpétuité. Des habitants de la ville natale de Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, ont assisté en direct à sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. La Chambre est confrontée dans cette affaire à une situation unique. Elle est confrontée à un auteur qui a délibérément infligé d'immenses souffrances à ses victimes. Cependant, elle est également confrontée à un individu qui a lui-même enduré des souffrances extrêmes au mains du groupe dont il est ensuite devenu un membre éminent et un leader. Comme cela a été dit, l'extrême gravité des crimes commis par Dominique Ongwen, y compris le degré de culpabilité, devrait fortement justifier une peine commune d'emprisonnement à vie. La Chambre a cependant décidé de ne pas imposer l'emprisonnement à vie. Ongwen, 45 ans, avait été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, et a été condamné à 25 ans de prison, qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI basée à La Haye. Il avait aussi notamment été jugé coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. Dominique Ongwen a toujours nié au nom de Dieu l'ensemble des accusations contre lui. Il a déclaré devant la Cour pénale internationale que l'armée de résistance du Seigneur l'avait forcé à manger des haricots imbibés du sang des premières personnes qu'il avait été obligé de tuer en guise d'initiation après avoir été enlevé.
Je suis devant ce tribunal international avec tant d'accusations et pourtant je suis la première victime d'enlèvement d'enfants, a-t-il dit lors de son procès. Ce qui m'est arrivé, je ne crois même pas que cela soit arrivé à Jésus-Christ, a-t-il ajouté. La présidente de l'Éthiopie a effectué mercredi une visite de travail à Niamey au Niger. Elle y a rencontré son homologue Mohamed Bazoum avec qui elle a discuté du contentieux avec ses voisins au sujet de la construction de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. La présidente éthiopienne s'est rendue au Niger où elle a discuté avec le nouveau président Mohamed Bazoum du contentieux avec ses voisins au sujet de la construction de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Le Niger est, rappelons-le, État membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le point important que nous avons discuté aussi, c'est... Le point important dont nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve le Nil, que nous appelons Abaï, dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil de façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. Africaine convaincue que je suis, c'est très important qu'il y ait ce genre d'échange. Il n'y a pas de distance qui sépare les pays. Nous, un même peuple, un même continent, et si nous y mettons du nôtre, on peut y arriver. Depuis le début des travaux du barrage par l'Éthiopie en 2011, l'Égypte et le Soudan voulaient un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage avant que le remplissage ne commence. Mais l'Éthiopie estime que ce remplissage fait partie intégrante de la construction de son grand barrage de la Renaissance et ne peut être retardé. Ce méga-barrage, d'une contenance totale de 114 milliards de mètres cubes d'eau, est construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil bleu qui rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Avec une capacité annoncée de près de 6500 mégawatts, il pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de journée à notre compagnie.